Donc, éthique, partage et rentabilité. Je vous ai fait un petit drapeau pour vous rappeler qu'il y a la France qui joue après. Donc, d'abord quelques slides pour vous expliquer qui on est. Donc, si vous avez compris, pendant les 4 soirs, je suis Cédric Ulmer et accessoirement, j'ai une société qui s'appelle France Labs et on fait des moteurs de recherche open source. C'est pour ça qu'on est là ce soir. J'aurais voulu vous emmener une autre société qui fait de l'open source, mais en fait, dans le coin, j'en ai pas trouvé beaucoup. Donc, s'il y en a, ça m'intéresse déjà pour la commission et puis pour venir parler une prochaine fois. Donc on est éditeur open source de moteurs de recherche. Je vais vous expliquer quand même ce que c'est pour que vous compreniez un petit peu le business et en quoi on fait de l'économie collaborative. Donc il n'y a qu'un seul mot-clé qu'il faut que vous reteniez de ce qu'on fait, c'est du search. J'espère que c'est suffisamment visible. Hein. On a 2 activités. On édite un logiciel qui est une solution de recherche open source qui s'appelle Datafari et on fait de l'expertise technique et du conseil sur du search. Search, c'est moteur de recherche, mais comme le mot recherche en français est ambigu, search. Et donc là, on fait de l'audit, du conseil, du développement, gna gna gna, tout ça c'est technique, des formations sur Solar et Elasticsearch. Elasticsearch, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent, pour ceux qui sont développeurs. Voilà, c'est bon, vous avez retenu le mot-clé, vous avez compris ce qu'on fait, on fait du search en open source. Je vais passer celui-là comme ça, on ira au cocktail plus tôt, mais bon, ça explique ce que c'est que le search. Et graphiquement, Datafari, ça ressemble à ça, hein, c'est un moteur de recherche, d'accord? Donc il y a d'autocomplétion, sauf que dans notre spécialité à nous, on n'est pas comme un moteur Google, on cherche les données à l'intérieur de l'entreprise, donc des PDF, des Word, des Excel, des Zip, des Excel, ce que vous voulez, dans des bases de données compliquées, et on gère la sécurité. Voilà, ça c'est ce qu'on fait. Donc, ce postulat étant posé, comment est-ce qu'on fonctionne en tant que société? Parce que en logiciel libre, on est d'accord que vous avez accès à tout ce qu'on fait. Je vous rappelle que le logiciel libre, c'est ces 4 libertés, pour qu'on soit tous synchro. C'est la liberté d'utiliser un logiciel, liberté au sens où vous avez besoin de demander à personne. Ne serait-ce que s'il y a un formulaire à remplir pour accéder au code, ce n'est pas de l'open source. Donc c'est liberté d'accéder, enfin de lire le logiciel, de l'utiliser, de le comprendre, c'est important aussi ça, et de le modifier. Ce sont les 4 libertés. Il peut y avoir des droits, on va le voir après. Donc, il y a plusieurs business models qu'on trouve sur le web quand on est une société qui fait du logiciel libre. Il y a l'approche freemium, je vais en parler dans le slide d'après. Il y a l'approche complètement open source, j'ai un slide aussi pour ça. Il y a l'approche double licensing, ça aussi j'ai un slide après. Et ensuite il y en a d'autres, il y a l'approche cloud, c'est-à-dire que je mets mon logiciel en open source, mais la façon dont je vis, c'est que je vous fournis un service qui fonctionne sur le cloud, on peut appeler ça des API, des microservices pour ceux qui étaient là lundi, c'est du SaaS, globalement ça c'est la même chose, je vous fournis un service, je ne voulais pas vous embêter, mais je vous donne quand même toute la brique technologique gratuitement. Fondation, donc vous vous associez à d'autres personnes, quelque part c'est un petit peu le principe de la fabrique des mobilités, par exemple ce sont des entités qui se sont réunies, au travers, alors c'est pas une fondation dans le cas de la fabrique des mobilités, je pense que c'est une association, je ne sais pas quelle est la structure. Ça sera une association, mais voilà, ils se sont réunis et ils ont des financements soit publics, soit privés pour rajouter des briques open source. C'est une façon d'être viable en partie. Et après, il y a le crowdfunding qui est en partie lié, mais bon, c'est la mode hein, pour faire le bingo. Ah oui, pour finir le bingo, je ne sais plus qui, il y a Kickstarter. Il fallait que je dise le mot Kickstarter. On a fini le bingo. Pardon? Pardon, je comprends. Ah, parce que c'est dans le bingo, ça? Ah, trop tard, je peux en dire qu'un seul. Peut-être que je le dirai après. Et après, il y a une constellation de business models possibles. Tout est possible, donc voilà. Donc j'ai dit qu'on allait revenir sur 3 des business models, c'est ceux qui nous intéressent le plus dans notre domaine. Donc il y a le freemium. Le freemium, c'est je vous appâte avec un morceau du logiciel, il est en open source, il est très excitant. Vous voulez voir le reste, bah là, il faut payer. D'accord? Pour ceux à qui ça parle, félicitations, hein, ça s'appelle du Safe for Work Porn, il y a une super vidéo, mais enfin ça c'est un autre problème. Ils ne jouent pas au flipper en fait. Je vous donne une partie gratuite, c'est par exemple l'approche de Talend. Talend, ils font des ETL, je vous donne une partie de mon soft, il est très bien fait, il est open source, ça vous plaît, vous en voulez plus. Le reste est payant. Vous voulez plusieurs administrateurs système, vous voulez mon studio développeur en plus, c'est pas open source, c'est propriétaire, vous n'aurez jamais le code, et vous passez au pot pour l'avoir. Ça, c'est la première approche qu'on aurait pu prendre pour Datafari, qu'on n'a pas prise. Après, il y a l'approche Captain Igloo. Donc Captain Igloo, il vous donne tous ses bâtonnets. C'est le full open source. Je vous donne tout, d'accord? Et je suis en concurrence pure et parfaite avec n'importe qui prend le temps d'apprendre le logiciel. Soit vous me considérez comme le meilleur et vous me prenez moi pour vous aider, soit il y a quelqu'un d'autre qui est aussi bon ou moins bon et moins cher, ou c'est un copain. Voilà, on se rémunère sur l'expertise et sur la maintenance, si jamais vous voulez que ça marche, vous ne voulez pas savoir comment ça fonctionne. Voilà. Ça, c'est l'approche full open source.
C'est bon, vous me suivez? Vous apprenez des trucs ou pas là? Un petit peu? Bon, ça va, quand même. Je redoute les 5 doigts des 5 minutes. La double licence. Alors ça, c'est pour les avocats, c'est le cauchemar des avocats. C'est viens voir comme on flotte en bas. Qui a été traumatisé par le clown ça quand il était petit? Il n'y en a qu'un seul. Alors quand même, bon, vous êtes trop jeune. Alors, enfin bon, ça c'est un clown, il vous attire dans les égouts, il vous tue. C'était passé sur M6 quand on avait 10 ans, c'était génial. Donc, c'est le code étant libre, mais en licence virale. Donc il y a 2 écoles dans l'open source, enfin dans le logiciel libre. Il y a les licences virales et celles qui ne le sont pas. Licence virale, c'est viral au sens virus, c'est-à-dire que je vous donne mon code en logiciel libre viral, et si vous le modifiez, tout ou partie de votre code devient aussi open source. D'accord? Donc c'est pour ça que les avocats, ils n'aiment pas. Donc là, ils font objection. Ils disent j'en veux pas de ce logiciel, ça me plaît pas, moi qui suis une boîte propriétaire. Donc ça, je le connais personnellement parce que j'ai bossé 10 ans à SAP. Puis à SAP, on avait une liste blanche, grise et noire des logiciels qu'on pouvait utiliser en R&D. Open source. Mais heureusement, comme la Reine des Neiges, on peut être libéré, délivré. D'accord? C'est encore un nouveau business model, c'est l'approche de MySQL. MySQL pratique la double licence. MySQL vous dit, vous pouvez tout prendre, mais c'est en licence virale. Donc si vous commencez à modifier, bam, bam, les avocats vont vous dire objection. Par contre, je vous fais une super licence propriétaire classique, comme Oracle ou comme Microsoft peut faire, et je vous libère de la licence virale. D'accord? C'est bon, double licence, vous avez compris? Ça a l'air bon. Voilà. Donc, ce sont les 3 qu'on a regardés pour Datafari, où on s'est dit, bon, pourquoi pas. Et là, on va expliquer un peu ce que nous, on a pris comme choix. Donc, quel modèle pour France Labs, aux différents sens de modèle? Donc, la licence déjà d'open source, est-ce qu'on l'a fait virale ou pas? Bon, j'ai dit que j'avais passé 10 ans à SAP, donc moi j'ai un petit traumatisme maintenant des avocats avec leur liste. Donc on s'est dit, non, on va faire un truc non viral, parce que comme nous, on est en B2B, on sait qu'on va cibler potentiellement un marché d'entreprise. On ne veut pas que les gens soient traumatisés comme on l'a été, donc on va faire une licence non virale, qui d'ailleurs est la licence assez standard pour tout ce qui est Big Data aujourd'hui. Quelqu'un l'avait dans son bingo, Big Data ou pas? Personne, c'est pas la soirée pour ça, donc je suis désolé. Mais bon, Big Data, et comme nous on est Big Data, bon ben voilà. Donc on a pris une licence Apache qui est une licence non virale. Et comme ça, les avocats disent rien, ils sont super contents. Le modèle, donc j'ai dit qu'on avait regardé 3 modèles, on est parti pour l'instant en totalement open source. Donc là on est vraiment dans le partage, c'est allez-y, montez en compétence, il n'y a pas de souci. Mais depuis cette année on a une version entreprise en réflexion, donc on commence à passer du côté obscur, du côté du freemium. La raison étant qu'il faut bien être rentable, donc on teste différents modèles, enfin rentable plus vite, ouais, mais bon. Donc on va voir, voilà, version entreprise, mais on le fera sur des, parce qu'après c'est toujours pareil, au niveau comment rester éthique en ayant une approche freemium, donc on est assez fourbe, on va le faire sur des composants très spécifiques, où on sait qu'il n'y a que des grosses boîtes qui peuvent le demander, et les grosses boîtes, on peut les traire. Enfin, c'est ce qu'on va essayer de faire. Hein. D'ailleurs, depuis le discours de Danone, je sais que je vais sans doute contacter Danone en disant que c'est bien d'avoir un speech éthique, mais c'est bien aussi de l'être réellement. Donc, on va voir avec lui. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont écouté l'horizon funèbre de Michel Rocard, quand même, François Hollande a dit que Michel Rocard était un admirateur du logiciel libre. Je ne sais pas qui c'est qui lui a collé ça dans l'horizon funèbre, mais sachez que François Hollande a dit que Michel Rocard était un admirateur du logiciel libre, donc ça c'est bien. Au niveau des tarifs, pareil, qu'est-ce qu'on fait comme business model? Bon là c'est un petit peu en dehors du truc, mais enfin on se pose des questions. Est-ce qu'on le fait au nombre de serveurs, comme ça se passe souvent, ou au nombre de documents? Voilà. Nous on a voulu le faire le plus sympathique possible pour les entreprises avec nombre de serveurs, mais pas forcément cru. Et pourquoi on a fait tous ces choix? On a utilisé la tablette Ouija, hein, pour ceux qui connaissent, parce que si on avait une boule de cristal, évidemment, hein, on saurait tout ce qu'il faut prendre comme bon choix pour réussir dans la vie, mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc c'est je teste et j'essaye, et donc le Ouija nous a dit faites du pas viral en full open source avec des serveurs, et on verra si ça marche ou pas, si les esprits nous ont été positifs. C'est bon, vous suivez? 5 minutes, parfait. Il y en a au moins une qui monte le timing. C'est vrai, il reste vraiment que 5 minutes. Bon, alors je vais me dépêcher. Marketing et désillusion. Donc bravo aux logiciels propriétaires qui ont réussi à bien pourrir la vision qu'ont les gens de l'open source. Donc à gauche, c'est les rêves quand on crée sa boîte open source, et à droite, c'est ce qui se passe quand on discute avec les clients. Donc par exemple, les rêves, on se dit, les clients vont adorer l'absence de coûts de licence, parce que quand même, c'est sympa. Hein, voilà. Dans notre cas, par exemple, on est plusieurs centaines de milliers d'euros moins cher que les autres. Voilà, réalité, bon, les commerciaux d'avant sont passés, donc les clients sont inquiets parce que c'est pas cher. Et quand même, si c'est pas cher, c'est qu'il y a un problème. Hein, il y a un truc...
Alors ensuite, les clients vont adorer parce que c'est éthique, parce que c'est open source. On se dit quand même, bon, ils sont socialement responsables, dans le partage. On dit, bah, ça tombe bien, nous on l'est. Ouais, et quand je dis les clients, c'est aussi les organismes publics. Hein, c'est pareil, eux. Alors ils ont peur parce que c'est pas sécurisé. Il paraît, je sais pas, c'est nouveau. Donc quelqu'un est passé avant nous pour expliquer que. Et donc il y a des clients chez qui, quand c'est une boîte noire, c'est plus sûr. Voilà, c'est ce qu'ils nous ont dit. Hein. Si seulement vous n'étiez pas open source, au moins ça serait mieux parce qu'au moins on ne saurait pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Ou alors ils pensent qu'ils ont déjà de l'open source, parce que par exemple ils ont Google, et Google cherche des données ouvertes sur le web, donc c'est open source. Voilà, ça c'est bien. Les clients, on se dit que les clients, c'était notre rêve, vont adorer parce qu'il n'y a pas de lock-in. C'est-à-dire qu'on ne les enferme pas nous, quelqu'un d'autre peut faire d'expertise, ils peuvent monter en compétences. Bah non, ils nous disent mais comment on fait si vous fermez? Alors que c'est moins pire si nous on ferme que si une boîte propriétaire ferme, puisque quand la boîte propriétaire ferme, le produit c'est fini, il n'y a plus personne qui peut le reprendre. Et ensuite on se dit les clients vont nous trouver en nous googlant, mais en fait les clients ils demandent la plupart du temps les grands groupes à leur SS2I, hein, ils s'embêtent même pas à googler, et les SS2I ils ont souvent des partenariats avec des boîtes et elles s'embêtent pas non plus à googler, et leurs architectes disent des bêtises aux clients pour qu'ils prennent ce qu'il faut prendre. J'espère qu'il n'y a pas trop de SS2I architectes dans le coin. Ou s'il se reconnaît, félicitations, ça marche. Donc communauté, quand on fait une communauté open source, donc entre la vision, le rêve et la réalité. Donc au début, on se disait que voilà, est-ce que c'est des abeilles ou des mouches la communauté, sachant qu'on attire différemment une abeille et une mouche. Donc on a fait un Google Group et notre vision c'était on va faire un forum à la romaine où les gens vont interagir, dire ça c'est formidable, ça c'est moins bien, ça j'adore. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc évidemment tout le monde ne vient que pour dire qu'il y a des problèmes et qu'il y a des bugs. Donc ça c'est super. Ensuite, retour d'expérience, on se disait, bah, les gens qui l'utilisent, c'est génial, ils vont faire des blogs, ils vont dire, je l'utilise, je suis content, voilà le scénario d'usage, c'est formidable. Du coup, on allait avoir de la notoriété et on allait pouvoir faire au moins une petite entrée Wikipédia pour dire, bah, notre soft existe. Bah non, personne n'en parle. Surtout, il ne faut pas en parler, il faut juste aller couiner sur le Google Group. Et du coup, Wikipédia nous a giclé en disant bah non, vous n'êtes pas connu. Ouais, bon, ben, voilà. Alors qu'on a utilisé au gouvernement brésilien, on a utilisé dans le gouvernement irlandais, mais voilà, ils ne veulent pas en parler. Donc, bon. Et puis, on est toujours en phase de test autour de la communauté. Donc, par exemple, ce qu'on va tester, c'est de faire des ateliers techniques pour les développeurs, pour qu'ils jouent un petit peu, comme ce qui s'est fait ce matin avec Google TensorFlow, et puis essayer quoi. On voulait, voilà. Qui serait intéressé par un atelier technique sur Datafari? Ah, je m'en doutais, personne. C'est un classique. Ah, si j'en ai un, j'ai bruit, c'est sympa. Bon, on fera un atelier technique pour toi. Dernier slide. C'est bon, vous êtes... Ah bon, bah, c'était 5 faux doigts que tu m'as montré alors. Donc une petite évolution de France Lab par rapport à nos décisions, etc. Donc on a été créé en 2011. Donc c'est un jeu de loi là, d'accord. Donc on démarre sur la gauche. Donc on s'est créé fin 2011 et de 2011 à 2013, on a fait de la R&D sur un algorithme de pertinence qu'on n'a pas fini. Et on travaillait pas sur Datafari, on travaillait sur Constellio qui était une autre solution open source de recherche. Il se trouve que Constellio a arrêté de faire du dev, donc on a perdu globalement 1 an et demi. Et ce qui fait qu'en 2013, on a commencé à coder notre propre moteur de recherche parce qu'on sait que nous, on fait du bon boulot. Voilà. Bon, de toute façon, c'est facile à vérifier puisqu'on a tout le code et toute la doc en ligne, hein, donc il suffit d'aller voir. Et là, quand on a commencé, bah, nos revenus, c'était que du consulting, Solar et Elasticsearch. Voilà. D'accord. Ensuite, novembre 2013, comme on voulait faire plaisir à la communauté de développeurs, nous on était sous SVN, on a commencé à tout migrer sur GitHub, parce que GitHub, c'est la plateforme dont tout le monde parle, les autres, c'est pas terrible, gna gna gna. Enfin bon, donc GitHub, on a tout sur GitHub, et c'est vrai que ça facilite le travail de forking, qui n'est pas un gros mot, et c'est safe for work, pour que les développeurs puissent tester leurs solutions. 2014, on a créé le fameux Google Group dont j'ai parlé tout à l'heure, d'accord, qui sert à beaucoup de choses. On avait nos premiers clients Datafari en 2014, donc on était contents, mais c'est seulement en 2015 qu'on a sorti la première version open source de Datafari. Parce que comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, c'est 4 libertés, et il y a la liberté de comprendre le logiciel. Donc, on a sorti la version 1.0 open source officielle qu'au moment où on avait suffisamment de doc, qu'on a trouvé que le code était relativement clean pour la communauté. Donc je voulais le marquer. Et à partir de 2015, les revenus, c'était beaucoup de consulting, un petit peu de Datafari. Ensuite, grâce à la communauté, par contre, parce que bon, j'ai toujours une façon un peu négative de voir les choses, mais il y a que des positifs à la communauté, sauf pour Christophe qui s'endort. Mais janvier 2016, première contribution, oh, j'ai trouvé une feuille de vulnérabilité sur votre système, je vais la publier. Alors, super, bon, c'est bien quand même, on était content, feuille de vulnérabilité, et maintenant c'est une boîte qui nous fait nos analyses de vulnérabilité gratuitement. En échange du fait qu'eux, ils utilisent le soft. On n'a pas le droit de les citer, mais c'est cool, voilà, c'est vraiment dans le partage. Mars 2016, il y a, donc le gouvernement brésilien ne veut pas qu'on parle de machin truc, mais ils nous ont envoyé la traduction en portugais.
Donc là c'est pareil, on a gagné du temps, on n'a pas eu à le traduire en portugais. Bon, ils ont oublié de mettre l'autorisation d'utiliser la licence en Apache, donc c'est pour ça que c'est pas encore en portugais, mais ça c'est un détail. Mais on les aime qu'à moitié, parce que sur le Google Group, ça marche pas. Point. Et voilà, c'est super, même pas buongiorno ou bonjour, je sais pas comment on dit bonjour en portugais, mais bon. Et on en est où là? 2016, la version 3 sort juste maintenant, on a fait de la mavenisation, et enfin, depuis 2016, on a plus de revenus depuis notre solution Datafari que du consulting. Et puis, bon, vers 2018, on fait un Flexit, hein, on s'en va de partout et on va au Panama, et on sera riche à milliards.